Donc, c'est un peu ça. S'il y a une question encore particulière, très précise, je pourrais en partager. Ok, merci quand même pour ce partage. Let's say Sazes. Sazes, we want to hear you. Oui, oui, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Sagesse Mokaku. Je suis ingénieur en sécurité informatique. Et moi, avec le AWS, je suis plus sur l'intégration des firewalls avec AWS, donc les firewalls avec les FortiGate, ainsi que les Palo Alto. Donc, chez moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis dans une entreprise où on est spécialisé dans ce qui est cybersécurité. Et également, on accompagne également les autres entreprises dans tout ce qui est audit et conseil en ce qui concerne le numérique. Et nous, avec AWS, par exemple, si on veut mettre, par exemple, en place une interconnexion entre notre réseau, le réseau local, par exemple, d'une entreprise cliente, avec leurs serveurs se trouvant vers AWS, on utilise par exemple les FireTech et FortiGate, où nous pouvons connecter avec des technologies qu'on appelle des connecteurs. Donc, il y a des firewalls FortiGate qui ont des connecteurs. Et à partir de ce connecteur-là, nous avons la possibilité de connecter ce dernier avec des services qui seront dans AWS. Non seulement on s'arrête là, mais il y a également la possibilité de déployer certains firewalls dans AWS, ce qui nous permettra, par exemple, de filtrer un peu les informations. Donc, on va intégrer ce firewall-là avec le firewall natif, par exemple, sur AWS, pour essayer un peu d'intégrer un peu, avoir un peu plus la main sur ce qui est contrôle de flux par rapport à ce qui est sur site, avoir un peu la même vision de ce qui est sur site ainsi que ce qui est sur le cloud, en fait. Non seulement on ne s'arrête pas là, mais nous allons également avec l'intégration des IDR et des XDR, puisque les malwares évoluent de plus en plus. Donc, on tourne un peu de plus en plus vers l'analyse niveau cloud, par exemple avec des sandbox. Les sandbox, en fait, ce sont des logiciels qui nous permettent de traiter les malwares, en fait. Donc, par exemple, quand je reçois un mail sur ma machine, au lieu que j'ai à traiter ça en local, je l'envoie sur un outil qui est sur le cloud. Par exemple, sur un EC2 que j'ai installé sur le cloud, où j'ai déployé mon outil de sandbox qui me permettra d'analyser le malware là. Pourquoi le faire sur le cloud? Parce qu'il y a des malwares qui consomment beaucoup en ressources. Donc, du coup, on les déploie sur le cloud pour que nous ne puissions pas perdre dans ce qui est ressources, en fait. Bon, c'est un peu ensemble, quoi, ce que je fais au niveau avec AWS ainsi que l'intégration au niveau sécurité informatique. All right. Merci pour ce partage. Je pense que ça a été très, très, très intéressant. Hein? C'est plein d'informations et tout. OK. Donc, je pense qu'on peut commencer. Quand même, on ne va pas trop attendre puisqu'on est 12. Peut-être les autres vont venir. En tout cas, tout a été partagé dans notre channel. Et justement, Sagesse nous parlait de la sécurité. Hein. Il parlait de déploiement sur des firewalls. Derrière, je pense qu'il y a un monitoring. Vous devez savoir les adresses IP qui se connectent. Vous devez savoir les requêtes qui sont lancées et tout. Donc, le but d'aujourd'hui de notre webinaire, c'est de voir monitoring sur AWS. Maintenant, quand on parle de monitoring, la plupart du temps, les gens font allusion à surveiller le nombre de CPU qui a été utilisé, le nombre de RAM, alors que le monitoring va au-delà de cela. Même cette session aujourd'hui que nous allons faire, on ne pourra pas parler l'ensemble du monitoring sur AWS. Donc, on va parler juste une partie du monitoring. Mais le sujet du monitoring est très, 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 très vaste. Donc, aujourd'hui, on va choisir une partie qui est vraiment, en tout cas, moi, que je trouve est très utile. Après, si l'occasion se présente un autre jour, on va aller de beaucoup plus avancé dans monitoring. All right. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je pense que ma présentation ne va pas prendre trop de temps. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, moi, aujourd'hui, je suis coach Québec. Mais mon nom, c'est Mamadou Amadou Québec. Maintenant, du fait que l'amour que j'ai pour le cloud et les activités que j'ai faites au niveau du cloud, on m'appelle coach Québec. Mais mon nom complet, c'est Mamadou Amadou Québec. Je suis basé au Sénégal. Et en termes d'activité ou en termes en tout cas de travail que je fais, aujourd'hui je suis un AWS Authorized Instructor. Donc je suis un instructeur autorisé par AWS. Et je suis encore un community builder et leader de AWS User Group.
par exemple celui du Brazzaville, je fais partie des membres fondateurs. Donc, il y a aussi d'autres membres fondateurs comme moi ici, SAZES par exemple, Adjaï, William et autres. Donc, je suis encore aussi un DevOps et Cloud Engineer au niveau du Cloud Facile. Donc, Cloud Facile, c'est un uptech qui accompagne des entreprises pour leur projet de migration ou bien pour leur montée en compétences. Mais à côté aussi, je suis un freelance ou en tout cas entrepreneur. Je fais mes trucs solo dans le domaine du cloud. Donc, tout ce qui est formation, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est assistance. Pas longtemps qu'hier, j'avais un client qui a des problèmes pour la configuration de autoscaling, non load balancer et plus associer son nom de domaine à ses services AWS. Donc, il n'arrivait pas à le faire, donc j'étais parti intervenir chez le client. Maintenant, en termes de certification, donc je suis certifié AWS Authorized Instructor. D'ailleurs, je suis le seul au Sénégal et en Afrique, Afrique francophone. Donc, je ne dirais pas Afrique de l'Ouest parce qu'il y a d'autres personnes qui le sont, mais en tout cas, dans la partie Afrique francophone, je suis d'abord le seul AWS Authorized Instructor. Et je dispose encore d'une certification qu'on appelle AWS Solution Architect. Donc, les Solution Architects, c'est des gens qui discutent sur la mise en place des architectures, qui en tout cas évoluent, par exemple, un environnement existant sur le cloud dans le but d'optimiser les coûts, sécuriser et rendre l'architecture beaucoup plus performante. Je suis aussi AWS administrateur système. Donc là, c'est tout ce qui est système d'administration pour des serveurs ou en tout cas des services qui sont dans le cloud. Je suis un AWS développeur. Donc ça, c'est le déploiement des applications cloud natives. Donc aujourd'hui, je sais par exemple comment tu fais pour créer des bases de données sur AWS, comment tu fais par exemple pour déployer une application serverless, comment est-ce que tu fais pour configurer ton back-end avec ton front-end. Donc c'est ça, en tout cas, le rôle d'un AWS développeur. Et je suis AWS Cloud Practitioner, donc c'est la première certification en tout cas que j'ai eu à avoir dans le domaine du cloud. Et la dernière certification, je suis AWS Restart Accredited Instructor. Donc, cela veut dire que je suis un formateur certifié en termes de Restart. Le Restart, c'est quoi? C'est un programme AWS où on forme des gens dans le domaine du cloud. D'ailleurs, à travers cette formation, j'ai eu à former plus de 180 personnes. Donc, au Sénégal, Kenya, Ghana et même Congo-Brazzaville. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller au Congo et j'ai fait 3 mois là-bas avec SAZES, Adjaï et autres. Donc, je suis à 100% dans le cloud du AWS. Même si je fais du DevOps, du Kubernetes, je fais du Terraform, du CI/CD, whatever. Mais aujourd'hui, je suis très impliqué pour tout ce qui est développement ou déploiement de solutions cloud, au-delà d'aider les gens de monter en compétence sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Probablement, vous allez vous dire, lui, il passe toute sa vie à passer des certifications, ou bien comment est-ce qu'il a fait pour avoir toutes ces certifications? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, Demba. Oui, Demba, you can open your mic. Vous êtes sur mute, hein, si vous êtes en train de parler. Demba Diata, sorry si je prononce mal ton nom. Vous avez la main levée, Demba? Ok. Donc, je vais garder ça peut-être vers la fin. S'il y a des gens qui ont envie de passer des certifications ou d'avoir des compétences dans le domaine du cloud, je peux le partager. Oui, Ousseinou, tu as ton mic activé. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, Coach Kébé, il y a quelque chose que tu n'as pas dit que je sais sur toi. Quoi? Ton background, c'est quoi? Je vois toutes tes certifications, mais j'ai entendu dire que tu n'es même pas informaticien. Dis-le pour nous, dis-le pour nous. Okay. I didn't want to say that, but anyway. Okay.
Donc, ce qui se passe en fait, moi, j'ai fait un, je ne sais pas comment le dire en tout cas, j'ai un parcours qui est un peu atypique. Moi, je n'ai pas un background IT. De base, j'ai fait la littérature. D'ailleurs, j'ai le master en anglais, raison pour laquelle à chaque fois que je parle, je prononce des mots en anglais. Donc, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, j'ai eu là-bas mon master en anglais avant d'aller faire du supply chain management. Donc, jusqu'à-là, je n'ai pas fait encore de l'informatique. Donc, j'ai un MBA en gestion de la chaîne logistique au niveau de ISM, International School of Management de Dakar. Maintenant, après tout cela, j'ai commencé quand même à être un professeur dans un lycée au niveau du Sénégal, mais j'ai vu quand même avec l'anglais, soit tu te mets à traduire des documents, soit tu es un prof. Et j'ai dit, bon, enseigner, c'est un métier noble, mais je ne veux pas continuer à enseigner que de l'anglais. Donc, je vais aller voir le domaine de l'IT. Et là, quand j'ai regardé le développement et tout, j'ai vu que, bon, d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, il y aura peu de développeurs parce que les outils d'IA sont là. Mais j'ai remarqué que le cloud, ça peut être le futur parce que les modèles, ou bien en tout cas le IA, tournent sur des serveurs cloud. Et de plus en plus, des entreprises déploient leurs applications sur des solutions cloud. Je dis, bon, c'est le cloud qu'il nous faut. Mais quel fournisseur choisir? Et là, j'ai vu que AWS était le leader. Donc là, j'ai postulé au niveau de Orange Sénégal. Ils avaient une formation cloud, mais on ne m'a pas pris. Bon, j'ai patienté 2 jours ou 3 jours après, j'ai vu une autre compagnie allemande qui proposait des formations dans le domaine du cloud. J'ai dit, OK, let me go for that. J'ai appliqué, apply, et du coup, j'ai passé l'entretien, on m'a pris. À peine avoir commencé la formation en 1 mois ou 2 mois, ils m'ont dit, OK, à la fin, nous aimerions que tu deviennes un formateur. Au début, j'avais peur. Hein. J'ai dit, comment ça se fait? Je n'ai pas un background IT, je viens juste de commencer. Comment est-ce que vous voulez que je devienne formateur? Mon mentor, hein, Joseph Tete, il m'a rassuré. Il m'a dit, non, Kébé, je pense que tu es capable de le faire. Vas-y à fond. On m'a accompagné avec j'ai réussi ma première certification, AWS Cloud Practitioner. 3 mois après, j'ai fait le AWS Solution Architect. Et là, j'ai contacté un mec qui a fait 5 ans, c'est AWS. Je lui ai dit, je n'ai pas un background IT, mais j'ai réussi Solution Architect. Il était étonné. Il m'a dit, ah, toi, tu as du potentiel. Je suis en train de faire quelque chose qu'on appelle le cloud facile et je vais t'appeler pour cela. Je dis, OK, quand tu es prêt, tu m'appelles. Et là, après ma mission au Congo, je suis revenu au Sénégal. Il m'a dit, OK, Coach Kébé, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer le cloud facile? Je dis oui. Et là, on est parti sur ça, en fait. Et là, même, je vais chez les entreprises pour faire des prestations de services. Et parfois même, je mentor des étudiants de master pour leur projet de mémoire dans le cloud. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai 5 étudiants qui sont à l'université IAM du Sénégal. D'ailleurs, je suis formateur chez IAM. Je suis formateur DevOps et Cloud chez IAM. Donc, j'ai les mentors pour leur projet de mémoire. Et j'ai 2 personnes qui sont à ESP, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a une école d'informatique là-bas. Je suis en train aussi d'accompagner ces gens-là. All right. Good. On va lire la question. Ousseynou, you exposed me, right? Yes, coach. C'est important de savoir quel est ton engagement et de savoir que tout est possible, pourvu que tu aies de la motivation, pourvu que tu t'y mettes, quel que soit d'où tu viens. Je le dis tous les jours, si tu veux quelque chose, tu vas juste le chercher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut aller le chercher. Et c'est toi, et c'est ça l'exemple que tu nous montres en fait. Merci, coach. Merci pour le leadership et pour l'exemple. Merci, coach. Merci, Ousseynou. Pourtant, Ousseynou veut me mettre devant. Et pourtant, Ousseynou, il a beaucoup de choses à dire. Parce que Ousseynou, il a fait de la logistique. Lui ici, il n'a pas un background en IT. Mais il est parti faire, comment ça s'appelle? De l'informatique. Là, c'est un développeur plein. Allons-y avec le monitoring. On est là pour monitorer. Pas longtemps, il a fait aussi le programme DevOps chez nous. Donc, si vous allez sur son LinkedIn, vous allez voir plein de projets sur Terraform, sur Kubernetes qu'il a publié. Donc,
Ousseini, je pense que toi aussi, tu as un impact. Peut-être que tu ne voulais pas qu'on en parle. All right. Donc, Hadim, il me dit, je suis au Sénégal, j'ai une licence en informatique. Je suis vraiment passionné par le cloud et DevOps. Je suis débutant. Vous avez une feuille de route, conseil pour débuter dans le domaine. Je suis preneur. OK. Hadim, la première des choses, hein, l'apprentissage du cloud, elle est centralisée. Une feuille de route, il y a une feuille de route qui est disponible. Si tu te fies aux plateformes officielles de AWS, qui est le Skill Builder, tu vas trouver là-bas. Maintenant, pour mieux te donner des conseils, il faut quand même savoir sur quoi tu veux te lancer. Est-ce que toi, tu peux devenir cloud full developer? Il y a un parcours pour ça. Est-ce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la sécurité dans le cloud? Est-ce que c'est la partie réseau? Une fois qu'on a ces informations, on va t'aider. Maintenant, moi, je vais laisser mon LinkedIn ici. Hein. Si tu veux aller plus loin dans la conversation, je vais te donner des tips ou partager de la documentation et autres. On a aussi notre groupe WhatsApp, le Congo User Group. Là-bas aussi, tu peux intégrer le groupe, poser des questions. Il y a plein de gens comme moi qui peuvent te répondre. Donc, sans tarder, on va passer au monitoring. All right? Good. Donc, pourquoi le monitoring est essentiel? Donc, avant même de parler de monitoring sur AWS, nous tous, nous faisons du monitoring. All right? Par exemple, pour un père de famille qui achète un bidon d'huile, un sac de riz, à chaque fois, tu es obligé d'aller dans le magasin de voir combien ça reste pour prévoir tes approvisions pour le mois prochain. Ça, c'est du monitoring. Tu es dans ta chambre, tu allumes le clim, tu le mets à 30 degrés, il fait froid, tu as envie de diminuer. Ça, c'est du monitoring. Tu mets, je ne sais pas, des légumes, je ne sais pas, whatever, dans le frigo, tu as envie à chaque fois d'aller là-bas de voir la fraîcheur, il ne s'est pas pourri et autres. Ça, c'est du monitoring. Donc, naturellement, l'homme pratique du monitoring tous les jours. Maintenant, le monitoring est intéressant encore lorsqu'on a des applications ou lorsqu'on a des serveurs qui sont déployés sur le cloud. All right? Maintenant, qu'est-ce que ce monitoring-là peut te permettre? Dans le cloud, si tu appliques de la monitoring, tu peux savoir est-ce que ton serveur est performant ou pas. Disons par exemple, tu as un serveur de 12 gigas de RAM. Je vais mettre le stylo pour pouvoir écrire. OK. Disons par exemple, tu as un serveur de 12 gigas de RAM. Et peut-être 8 CPU. Tu as envie de savoir quel est le pourcentage de RAM utilisé. Tu as envie de savoir quel est le pourcentage de CPU utilisé. Et pour ce faire, tu dois faire du monitoring. Maintenant, lorsque tu as des informations sur cela, ça va te permettre de décider de dire, ce serveur-là, il est trop gros pour mon trafic, ou ce serveur-là est très petit pour mon trafic. Donc, soit j'augmente la taille du serveur, soit je diminue la taille du serveur. Donc, ça permet de mesurer les performances de ce serveur. Donc, ça, c'est le premier aspect du monitoring. Monitoring te permet de mesurer les performances. Et lorsqu'on a des métriques sur ces performances, on peut adapter la taille de nos ressources ou la taille de nos serveurs. Soit on augmente, soit on diminue. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect aussi, c'est volet sécurité. Lorsque tu fais du monitoring, tu peux détecter facilement les activités suspectes. Je donne un exemple. Tu as ton serveur. Je reviens sur les serveurs. Hein. Il y a une adresse IP qui fait peut-être 1000 requêtes en 5 secondes. Donc là, c'est une activité suspecte. Ou bien, tu as dans ton compte le groupe de sécurité. Bon, groupe de sécurité, c'est l'équivalent des firewalls qui n'autorisent pas le port HTTP. Il veut que le trafic soit en HTTPS uniquement. Et quelqu'un vient le modifier. Donc, il est en train d'exposer des applications. Parce qu'on sait que si une application est en HTTP, il peut y avoir une attaque, par exemple, man in the middle. Les informations qui passent ne sont pas chiffrées. Donc, la personne peut se mettre au milieu
et avoir accès à ces informations-là. Et il ne faut pas que ça arrive. Donc, il va falloir monitorer les configurations de ton serveur ou de tes applications. Et là, c'est la volet sécurité. Autre chose encore, toi, ton application est majoritairement accédée par des clients qui sont en Afrique. Ça peut être Sénégal, ça peut être Congo, ça peut être Ghana. Mais souvent, ou bien de manière suspecte, tu vois une adresse IP en provenance de Irlande. Et pourquoi? Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui est en Irlande se connecte, à moins que ça soit un Sénégalais qui est parti Irlande vacances. Donc ça, c'est une activité suspecte. Tu peux avoir des informations sur cela. Donc, monitoring nous permet d'avoir des informations ou de renforcer la sécurité. L'optimisation des coûts aussi. En quoi le monitoring peut nous permettre d'optimiser les coûts? Tout simplement, le fait de monitorer peut nous permettre de faire un redimensionnement. Et lorsqu'on sait, plus on utilise un serveur de petite taille, moins les coûts sont. Donc, pour savoir si ce serveur-là, c'est un serveur de grosse taille ou en tout cas c'est un serveur de petite taille par rapport à ton besoin, il va falloir que tu aies monitor pour avoir ces informations-là. Donc, finalement, qu'est-ce que la monitoring nous permet d'avoir? Il nous permet d'optimiser, d'avoir des performances optimales, il nous permet de renforcer la sécurité, il nous permet d'optimiser les coûts. Et c'est ce qui est visé dans les infrastructures cloud. Si on va vers le cloud, c'est pour des raisons de performance, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour minimiser les coûts. Et tu ne peux pas minimiser les coûts si tu n'as pas des informations. Tu ne peux pas renforcer la sécurité si tu n'as pas d'informations. On sait que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et là, pour avoir l'information, on passe par le monitoring. Maintenant, pour faire du monitoring sur AWS, il y a un panoplie de services que tu peux utiliser. Supposons par exemple, toi, ce qui t'intéresse, c'est de monitorer le trafic entrant et sortant au niveau de ton VPC, il y a un service pour cela. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est de monitorer la gestion de tes configurations, il y a un service pour cela. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est avoir des informations sur le nombre d'erreurs 500 ou 503, et de suite, sur tes load balancers, il y a un service pour cela. Si toi, par exemple, ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté et qu'est-ce qu'il a fait, il y a un service pour cela. Donc, on va prendre juste quelques services et faire notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, le premier service de monitoring qu'on a, c'est CloudWatch. Maintenant, pourquoi le choix du CloudWatch aujourd'hui? Parce que CloudWatch fait partie des services incontournables. Tout ce que vous avez sur AWS fait appel au CloudWatch. IAM, là où les utilisateurs sont créés, on peut utiliser CloudWatch pour surveiller. All right? Tes serveurs EC2, tu peux utiliser CloudWatch pour les surveiller. Pratiquement tout ce que tu as sur AWS, on peut utiliser CloudWatch pour les monitorer. Maintenant, CloudWatch va monitorer quoi exactement? CloudWatch te fournit premièrement des métriques. Et maintenant, ces métriques-là, qu'est-ce qu'on a dans ces métriques? On a tout simplement l'utilisation de CPU, l'utilisation des RAM, l'utilisation de notre disque. On peut savoir notre disque, combien il reste. On peut savoir notre disque, la mémoire utilisée, ainsi de suite. Donc, finalement, les métriques sont orientées performance. Les métriques de CloudWatch sont orientées performance. Maintenant, lorsque tu prends des métriques depuis CloudWatch, ils sont enregistrés dans ce qu'on appelle des logs. On appelle ça CloudWatch log. CloudWatch log, c'est quoi? C'est tout simplement un document sous forme JSON dans lequel on retrouve les informations. On retrouve par exemple le nombre de requêtes entrant, le nombre de requêtes sortant, le CPU utilisé, la RAM utilisée, l'heure, etc. Mais c'est un fichier sous forme JSON ou un CSV file. Avec CloudWatch aussi, on peut faire le déclenchement des alertes. Maintenant, c'est quoi une alerte? Alerte, c'est tout simplement une règle qu'on définit. Et si les conditions sont réunies,
et la règle va envoyer des notifications. On peut dire par exemple, moi, je veux être notifié si l'utilisation de mon CPU est à 70%. Donc, tu vas créer tout simplement une alerte, une alarme, et dans cette alarme, tu définis des conditions. Je veux recevoir des notifications si et seulement si l'utilisation de mon CPU est à 70%. Ou bien, tu peux déclarer par exemple un incident. Tu dis par exemple, si au niveau de mon load balancer ou au niveau de mon CloudFront, j'ai 20 erreurs 500, c'est parce qu'il y a un problème. Directement, je reçois les notifications. Au-delà de recevoir des notifications, je veux dire, donc, déclare cela comme un incident. Et la plupart du temps, c'est ce que les admin systèmes font. Donc, ils ont leur serveur, peut-être à 0 heure, je ne sais pas, ils sont en boîte de nuit ou ils sont 16 heures, ils sont partis chercher leur nana ketchup ou whatever. Et ils peuvent configurer de telle sorte qu'ils reçoivent des informations, des alertes s'il y a quelque chose qui se passe. Et ça leur permet d'avoir des informations, ça leur permet de ne pas perdre de vue sur ce qui se passe. Donc, on se souvient de ce que j'avais dit tout à l'heure, l'information, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et si tu n'es pas informé sur quelque chose, tu ne peux pas anticiper, ou bien tu ne peux pas prendre des actions de remédiation. Et ceci est possible à l'aide des informations fournies par les alarmes. Maintenant, vous voyez les logs là qu'on a pris. Souvent, les logs viennent sous forme de données brutes. Donc, sont des fichiers souvent en Excel ou en CSV. On peut les lire, mais la lecture peut être difficile parfois. On peut importer ces logs-là dans des visualiseurs. On peut faire une visualisation, créer des graphes, créer des diagrammes. On peut utiliser CloudWatch, il peut te fournir des graphes, mais on peut utiliser des outils open source. Par exemple, on peut prendre nos logs CloudWatch et le mettre dans ce qu'on appelle Grafana, en fait d'avoir un tableau de bord, ou bien utiliser ce qu'on appelle Power BI. Donc, Grafana est l'équivalent de Power BI. All right? Autre chose sur les métriques, au niveau de AWS, on peut avoir des métriques sur les instances EC2, on peut avoir des métriques sur les RDS, sur les lambda et sur encore d'autres services. Pratiquement, tous les services AWS peuvent être monitorés, que ce soit un service serverless ou un service avec serveur. Maintenant, en termes d'information, il y a deux niveaux d'information. Il y a ce qu'on appelle les métriques standards ou la surveillance standard. Avec la surveillance standard, CloudWatch prend les logs ou prend des informations chaque 5 minutes. Ça, c'est la surveillance standard. Mais on peut dire, moi, je ne veux pas avoir des informations chaque 5 minutes, je peux avoir les informations en temps réel. Par exemple, chaque seconde. Et là, tu vas passer sur ce qu'on appelle la detail de monitoring. All right? Ou higher level resolution. Et ça te permet de réduire le temps que CloudWatch met à aller chercher les informations. All right? Maintenant, quand il y a ces logs-là, ces fichiers-là sont gardés sur AWS pendant 15 mois, à moins que tu les supprimes ou à moins que tu définis des life cycle policies, des cycles de vie. Donc, pour des raisons de sécurité, gardez ces logs-là dépendant aux politiques de votre entreprise. Par exemple, si tu veux évaluer ton trafic des 12 derniers mois, tu peux aller sur les logs-là. Et en ayant connaissance sur les trafics des 12 derniers mois, tu peux par exemple définir, tu peux prévoir le comportement de ton trafic pour les 6 prochains mois. Revenons encore, l'information, elle est capitale. Tu détiens l'information, tu détiens le pouvoir. All right? Est-ce que vous avez des questions, guys? Sagesse.
Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, chez moi, ce n'est pas plus une question, mais c'est plus important sur plus ce que vous avez dit là. Oui. C'est que l'avantage même avec CloudWatch, c'est que nous avons également la possibilité de prendre tout ce qui est log au niveau site, donc en on-premise, et les loguer et les pousser vers le cloud. Et l'avantage de les pousser vers le cloud serait quoi? C'est que en cas de crash, c'est qu'on ne va pas perdre en fait les logs que nous avons. Par exemple, si au niveau de notre site, on a eu crash avec nos serveurs, sachant que tous nos logs vont vers CloudWatch, du coup, on ne perd pas en fait, on ne perd pas nos logs. Non seulement on ne perd pas, de plus, nos logs sont disponibles à tout moment. Non seulement ils sont disponibles à tout moment, mais ça nous permet également de garder en ce qui est stockage. Puisque les logs, avec le temps, ils consomment beaucoup en stockage. Et stocker sur le cloud, c'est qu'on a la capacité de stockage qui peut augmenter à tout moment comme on veut et qui peut diminuer à tout moment comme on veut. Du coup, on ne perd pas en ce qui est finance et également ce qui est capacité de stockage, en fait. Voilà. All right. Thanks, Abandon. Oui, Xavier. Oui, merci pour la parole, coach Kébé. J'espère que vous m'entendez bien. Ma question, c'est sur la facturation du service CloudWatch. Est-ce qu'on peut prendre des métriques à l'infini, on peut l'utiliser à l'infini ou on a des limites avec CloudWatch? Merci. OK, je vais répondre à la question. OK, oui, ça reste une très belle intervention. Ce qu'il a dit, tout simplement, ça veut dire ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a deux possibilités. Soit tu peux collecter des métriques depuis des EC2, tu peux surveiller tes EC2 instances. Et dans ce cas, CloudWatch s'intègre automatiquement avec EC2. Mais tu as la possibilité, par exemple, d'avoir des VM ou d'avoir des serveurs sur site et monitorer ces serveurs-là à partir de CloudWatch, qui est un outil AWS. Et dans ce cas, il va falloir que tu installes ce qu'on appelle CloudWatch Agents. Donc, dès que tu fais tourner l'agent CloudWatch sur tes serveurs sur site, les logs seront envoyés dans Amazon CloudWatch. Et de ce fait, même si tes serveurs sur site sont down, les logs seront toujours disponibles, c'est AWS. Et tu peux revenir sur ces logs-là et interroger cela. Oui, Xavier, pour ta question, par rapport aux limites, je ne sais pas exactement s'il y a une limite sur CloudWatch, mais je sais que CloudWatch, c'est un service qui est gratuit. Mais les ressources qui sont derrière CloudWatch vont être facturées. Par exemple, la conservation des logs, elle est facturée. Et si, par exemple, les logs, tu les remets sur, par exemple, Amazon S3, ça devient facturé. Mais le service CloudWatch, en tant que tel, ce n'est pas un service facturé. Mais les ressources qu'il crée derrière, c'est ça qui est facturé. Mais par rapport au nombre de logs que tu peux avoir, je ne sais pas s'il y a une limite. Même s'il y a une limite, il y a aujourd'hui la possibilité de lever une limite s'il y a une limite au niveau de AWS. Il y a un service AWS qu'on appelle AWS Service Limit. Maintenant, au niveau de AWS Service Limit, il va t'indiquer si un service est atteint à ce limite. Si le service est atteint à ce limite-là, tu peux ouvrir ce qu'on appelle un cas. Quand tu ouvres le cas, le personnel de AWS va lever la limite. Et souvent, ce que je connais où il y a des limites, le nombre de VPC que tu peux créer, le nombre de EC2 que tu peux créer par région, ça, il y a une limite. Mais le nombre de logs, honnêtement, je ne sais pas s'il y a une limite. Peut-être je vais chercher l'information. Oui, Xavier. Et peut-être aussi dans l'audience, si quelqu'un il a une information, il peut nous dire. Oui, Xavier. Oui, pour l'intervention, coach Kébé. Ma deuxième question, c'est sur le niveau de CloudWatch. Son niveau de service, est-ce que c'est au niveau d'un ESI? Ce niveau, il est global? Est-ce qu'il faut avoir des instances CloudWatch par région? C'est ce que je veux savoir. OK. Le CloudWatch, ce n'est pas un service qui est régional, d'accord? Comme certains services. Par exemple, un EC2, quand il le crée, il est spécifique à une région. Si tu veux revoir ce EC2-là, il va falloir que tu te pointes sur cette région-là. Mais les logs CloudWatch, ils sont accessibles depuis un peu partout. All right? Donc, ce que Xavier veut demander, c'est tout simplement où se situe le service CloudWatch. Comme vous le savez, il y a des services qui sont régionaux, des services qui sont zonaux. D'accord? Un service régional, c'est un service qui est spécifique à une région. Par exemple, VPC, je crée mon VPC dans la région East East 1. Ce VPC-là est accessible dans la région East East 1. Je crée un EC2 dans la région East East 1. Ce EC2-là, il est accessible là-bas uniquement.
Mais par exemple, si je prends le service IAM, IAM, il est accessible partout. C'est un service qui est global. All right? Merci. All right, good. Let's go ahead with the logs. Maintenant, quand il y a les logs de CloudWatch, tu peux filtrer les logs. Tu peux faire, par exemple, des recherches pour filtrer tes logs. Et tu peux avoir aussi l'analyse en temps réel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Généralement, CloudWatch, avec la résolution standard, c'est 5 minutes. Mais on peut aller jusqu'à 1 seconde. All right? On peut aussi encore grouper nos logs. On appelle ça log group. On peut par exemple avoir les logs pour le load balancer, les logs pour Amazon S3, les logs pour tel service et tel autre service. All right? Maintenant, à partir des logs, on peut avoir aussi lambda qui intervient. On peut dire par exemple, si dans mes logs, il y a le CPU ou bien il y a des erreurs 500 plusieurs fois, qui peut faire appel à une fonction lambda, soit il supprime l'instance EC2, soit il il redémarre le serveur. Et là, tu peux le faire à partir d'une instance EC2, à partir d'une fonction lambda. All right? Donc, CloudWatch intègre nativement lambda function. Donc, les alarmes. Tout à l'heure, on a parlé des alarmes. Les alarmes nous permettent tout simplement de savoir l'état de nos services. Et au niveau des alarmes, on a trois types d'alarmes. On a OK. OK, c'est quand tout est vert, il n'y a aucun problème sur tes ressources. On a le statut données insuffisant. Données insuffisant quand, par exemple, CloudWatch n'a pas collecté des métriques. CloudWatch, par exemple, peut ne pas collecter des métriques. Peut-être le EC2 instance est nouvellement créé, il n'y a pas de trafic. Ou bien, le CloudWatch manque des permissions pour aller chercher des logs. All right? Si, par exemple, s'il s'agit de des serveurs qui sont on-premise, c'est l'agent CloudWatch qui n'est pas installé. On a aussi le statut in alarme. Le statut in alarme, c'est quand il y a un problème. C'est quand CloudWatch est au rouge. Donc, on parle ici de le statut in alarme. Donc, CloudWatch peut avoir un dashboard. On peut créer, par exemple, notre dashboard personnalisé. On peut personnaliser notre dashboard. Et aussi, on peut avoir Application Insights. Par exemple, monitorer vos applications .NET, vos applications SQL Server. Tout ça, vous pouvez utiliser CloudWatch pour les monitorer. Maintenant, la bonne pratique voudrait que lorsque vous avez vos ressources au niveau de CloudWatch, vous les organisez sous forme de namespace. Namespace, on peut dire, c'est un exemple d'étiquette, un exemple de label qui nous permet de retrouver directement nos ressources parmi tant d'autres ressources. OK? Donc là, ce qu'on a vu là, c'est par rapport au monitoring de performance, CPU, RAM, l'utilisation du disque dur, le nombre d'erreurs 500. Donc ça, c'est côté performance. Supposons que Coach Kébé, lui, il est terrible. Il essaie tout le temps de faire des choses qu'on n'a pas autorisées. Il va dans le console, il rentre chez lui, il se connecte à 1h du matin, il modifie des choses, et derrière, il y a un pépin. Et demain, on convoque une réunion d'audit. On veut savoir qui est l'auteur d'une action. Comment est-ce qu'on peut savoir qui a effectué une action? À quel moment il l'a fait? Et pour cela, on a un service qu'on appelle CloudTrail. CloudTrail, c'est un service qui est utilisé pour faire de l'audit. Et un service pour la gouvernance. Donc, ça permet aussi, ça revient à la surveillance de nos ressources. Maintenant, quelles sont les informations qu'on retrouve dans les logs de CloudTrail? Donc, on le trouve l'adresse IP de celui qui a effectué l'action, la date, l'heure, la région depuis où il l'a fait, comment il l'a fait. Est-ce qu'il a utilisé CLI? Est-ce que c'est console de gestion? Est-ce que c'est depuis VS Code? Donc, finalement, c'est quoi? Tout simplement, on essaie de monitorer l'action de l'utilisateur. L'action est effectuée depuis où? Depuis un appel API par AWS ou via console ou via CLI ou via un outil SDK. Donc, et ces actions-là sont enregistrées. On appelle ça un enregistrement dans ce fichier CSV qu'on appelle le trail. Le trail. All right? Et ces trails-là, par défaut,
on peut les stocker dans Amazon S3 pour une durée indéterminée, ou aussi définir aussi une période de rétention. Mais par défaut, quand on a CloudTrail conserve les logs pendant 90 jours. Après 90 jours, les logs du CloudTrail expirent. Mais si on veut garder les logs du CloudTrail permanemment, on va les ajouter dans Amazon S3. All right? Dans Amazon S3, on peut aller faire une audit, savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours, il y a 20 jours, il y a 2 ans depuis notre infrastructure. Et aussi, ces logs-là, on peut les analyser. On peut utiliser des requêtes SQL. Donc, ces logs, on peut les intégrer sur Amazon Athena ou sur CloudWatch Log Insight pour pouvoir faire des analyses. Donc, généralement, quand on a les logs à l'œil nu, on ne peut pas avoir maximum d'informations. Mais quand on interroge les logs à partir des requêtes SQL, on peut avoir plus d'informations. En faisant du order by, je ne sais pas, en faisant du grouping, whatever. All right? Maintenant, quel type d'événements on peut monitorer sur CloudWatch? Il y a 2 types d'événements. Il y a ce qu'on appelle management event, les événements de gestion. Ça, c'est quand, par exemple, quand quelqu'un fait un événement de lecture. Par exemple, quelqu'un lit des objets d'Amazon S3, delete des objets d'Amazon S3, fait des requêtes sur DynamoDB ou bien fait des requêtes sur Amazon RDS. Donc, ça, c'est un événement de management. Management event, des événements de gestion. All right? On a aussi ce qu'on appelle data. Oh, autant pour moi. On a aussi ce qu'on appelle data events. Data events, c'est quand quelqu'un va directement sur un bucket. Il modifie des données, il supprime et autres. Donc, management event, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, crée des instances EC2, crée des utilisateurs, d'accord, lance des fonctions lambda. All right? J'ai mélangé les pédales tout à l'heure. Là, c'est data event. All right? Data event, c'est quand il crée des ressources, quand il supprime des ressources, par exemple, qui fait une lecture des ressources et autres. OK? Donc, ça, ce sont les 2 types de events que vous pouvez savoir. Maintenant, CloudTrail peut être intégré à CloudWatch Logs pour avoir plus d'informations. On sait qu'au niveau de CloudWatch, on a ce qu'on appelle Log Insight. Donc, Log Insight peut nous permettre de faire du troubleshooting. D'ailleurs, si vous préparez la certification AWS Developer, il va falloir avoir cette information-là. Do you have questions, guys? Donc, ça, c'est côté gestion de données. Oui, Xavier, you have your mic open. Not so far. OK, good. Donc, ça, on a parlé de la gestion des données pour savoir qui a effectué une action, à quel moment il a effectué. Supposons, par exemple, qu'il y a un ingénieur réseau qui peut savoir le paquet entrant, les paquets sortants, qui peut savoir l'adresse IP qui s'est connecté à ton VPC et autres. Maintenant, quel outil tu dois utiliser? Vu que CloudWatch ne fournit pas cette information, CloudTrail ne fournit pas cette information, tu peux utiliser ce qu'on appelle VPC Flow Log. VPC Flow Log permet de monitorer ton trafic réseau. Maintenant, avec ce VPC Flow Log, on peut l'utiliser pour faire du dépannage. On peut l'utiliser pour faire l'optimisation de nos performances. Maintenant, comment est-ce qu'on configure VPC Flow Log? Il va falloir l'activer au niveau de notre VPC, au niveau du subnet et du NI, et choisir la bucket de destination, parce que les logs doivent être enregistrés quelque part. On sait que VPC Flow Log n'a pas une stockage, donc il va utiliser S3 comme système de stockage. Et on peut ajouter aussi CloudWatch pour interroger ces logs-là. Mais si tu veux faire, par exemple, du data streaming, envoyer, par exemple, les données dans des capteurs IoT ou bien dans des capteurs d'analyse, tu peux ajouter ce qu'on appelle Kinesis Data Firehose. Amazon Kinesis Data Firehose te permet de faire du streaming des données. OK? Do you have questions, guys?
Et les logs sont enregistrés ou sont agrégés chaque 10 à 60 secondes. On prend les logs chaque 10 ou 60 secondes. Et comme tu as choisi ici le bucket de destination dès le début, il va mettre les logs là dans le S3. Et qu'est-ce qui est capturé au niveau du trafic? On enregistre le flux accepté, le flux rejeté. Par exemple, les requêtes qui ont été autorisées à passer, les requêtes qui ont été refusées, tout cela sont enregistrés dans VPC Flow Logs. On peut regarder aussi les comptes, on peut avoir l'information sur, par exemple, d'où vient le trafic, est-ce que c'est le compte dev, est-ce que c'est le compte, comment ça s'appelle, le compte prod, si on est dans le cadre de AWS Organization. On peut avoir l'information sur le port de destination, le protocole et l'action. Tout ça, on peut avoir comme information. Et on peut encore introduire ces logs-là pour faire de l'analyse et prendre des actions. Ça peut être des actions de contre-mesure ou des actions préventives. Mais tu peux ajouter, par exemple, garde d'outils pour renforcer la sécurité. Garde d'outils, c'est un service de AWS qui permet de détecter les menaces. Il détecte, par exemple, est-ce qu'au niveau du groupe de sécurité, il n'y a pas, par exemple, le port 80 qui est ouvert à n'importe quelle adresse IP, par exemple. Il regarde, est-ce que la base de données est dans un sous-réseau public. Tout ça sont des menaces. Le garde d'outils peut te permettre de détecter cela. Et tu peux prendre des actions contre mesure. Maintenant, quels sont les cas d'usage de VPC Flow Log? C'est pour l'analyse de sécurité. On peut identifier les connexions suspectes, les tentatives d'accès non autorisées à l'aide de VPC Flow Log. On peut faire le dépannage des réseaux pour faire le diagnostic. Savoir, par exemple, est-ce que NACLS, Network Access Control List, autorise le trafic entrant ou trafic sortant ou whatever, en fait de faire des diagnostics. Ça peut nous permettre de rester en conformité avec la réglementation. Est-ce que pour ce type d'application, la base de données doit être accessible à tout le monde? Est-ce que ce type d'application, on doit autoriser le HTTP ou HTTPS ou whatever? Et on fait audit à partir de cela. Good. Quelles sont les recommandations clés pour VPC Flow Logs? Donc, premièrement, vous devez activer parce que par défaut, ce n'est pas activé. Vous devez utiliser des filtres pour personnaliser ou réduire le volume. Vous devez automatiser l'analyse avec Athena. Donc, Amazon Athena, c'est un service de AWS qui permet d'introduire vos logs à l'aide des requêtes SQL. Maintenant, le bucket dans lequel les logs sont enregistrés, vous devez appliquer du life cycle policy. Par exemple, définir la durée de sauvegarde de ces logs-là. Dire, par exemple, je veux mes logs pour une année, je veux mes logs pour 2 ans, whatever, dépendant des politiques de votre entreprise. Mais on sait, en général, les logs sont conservés pour 90 jours au niveau des entreprises, en général. Mais il y a d'autres entreprises qui gardent ça, par exemple, pour une année, pour des évaluations dans le futur. All right? Donc là, on va passer à la pratique. Assez parlé de théorie. Maintenant, on va aller sur Amazon EC2, on va aller sur AWS Console, créer une instance EC2, essayer de simuler le trafic et voir ce que CloudWatch va faire. Voir si CloudWatch va, par exemple, dire en termes de CPU, je vois X% de CPU ou whatever. Donc, je ne vais pas m'attarder sur comment créer une instance et autres. Donc, je crée une instance vite fait. Ce que je vais vous montrer, c'est comment configurer le CloudWatch et comment lire les logs. OK? Donc, le but, c'est faire une démonstration sur CloudWatch.
Maintenant, s'il y a d'autres membres qui veulent entre X-Ray et Guard. X-Ray. X-Ray, c'est un service de AWS qui te permet de détecter les bugs sur ton code. Par exemple, tu as un codeur qui code, je ne sais pas, en Laravel ou en whatever the language you use. X-Ray peut regarder s'il y a des bugs au niveau de ton code. Alors que GuardDuty, je suppose c'est GuardDuty que tu veux dire, permet de détecter les menaces. Par exemple, un port ouvert où il ne fallait pas. Par exemple, un groupe de sécurité qui n'a pas une bonne configuration. Donc, c'est ça la différence. Mariam. Donc, je vais créer une instance EC2 de type Amazon Linux. Je le nomme CloudWatch. I'm going to make it very fast because, you know, on n'a pas vraiment besoin de perdre du temps sur... ok, attendez, je crée une Clipper. CloudWatch. Ok. Donc là, je suis en train de créer une instance EC2. Je suis en train de créer un serveur. Maintenant, pour ce serveur-là, donc j'ai besoin d'une clé paire. Ça constitue le mot de passe du serveur. Je dois le déployer dans un réseau. Donc moi, je choisis mon réseau qui est là, le VPC. Je dois le déployer en public. Je le choisis, par exemple, dans un sous-réseau public qui est là. Donc, je dis le serveur doit avoir une adresse IP pour que je sois capable de l'accéder en HTTP, en SSH ou en HTTP. Donc, je choisis le groupe de sécurité. Donc, je dis mon groupe de sécurité, c'est le default. Et je descends. All right. Et là, si je veux, je peux faire, par exemple, un script qui permet d'installer une application ou whatever. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin juste de savoir le nombre de CPU, utiliser le nombre de RAM. Donc, je crée mon serveur. Attention. Là, par exemple, je vais aller sur role. I am role. Peut-être que mon serveur EC2 doit communiquer avec CloudWatch, par exemple. Donc, de ce fait, on a besoin de rôle ou bien on a besoin de permissions qui nous permettent de le faire. Donc, je vais créer une permission vite fait. Donc, je crée cette permission. Je partage l'écran de permission. Donc, je vais aller sur policy ou bien je vais aller sur rôle. Je crée un rôle. Je dis le service. C'est pour EC2. Donc, cas d'utilisation. J'ai besoin que EC2 ait accès à CloudWatch. Mais moi, pour éviter des problèmes, je dis par exemple, mon EC2 doit avoir accès à tout. Donc, je lui donne admin access. Mais pour de vrai, au niveau de l'entreprise, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas, par exemple, donner des permissions au-delà de l'action que vous voulez faire. Il va falloir vous appliquer ce qu'on appelle la politique de liste privilège, la politique de moins de privilèges. OK. Next. Donc, je dis EC2 full access. Je crée. La permission, elle est créée. Donc, je retourne. Je retourne ici. Je repartage l'écran. OK. Vous voyez maintenant. Donc, je reviens sur profil d'instance. OK. Il est où, profil d'instance? Voilà. Donc, c'est là. Donc, je rafraîchis ici. Et là, mon EC2 full est là. Ce que j'avais créé tout à l'heure. Je sélectionne. Et là, je mets en launch. Donc, j'ai créé un serveur qui est là, EC2. Donc, vous voyez la création. Maintenant, ce que j'avais dit, quand vous prenez CloudWatch par défaut, CloudWatch prend les informations chaque 5 minutes. Mais si on veut, par exemple, prendre les informations chaque 1 minute ou chaque seconde, là, il va falloir installer quelque chose sur, comment ça s'appelle, sur le serveur. D'accord?
Et pour l'installation, vous pouvez passer par le CLI, comme vous pouvez aller ici directement. Dire par exemple, j'ai besoin de faire quoi? On attend qu'il finisse. Qu'il finisse ici, l'initializing, ça passe à 100%. OK? Après, je vais aller sur CloudWatch. Right. On patiente. On patiente qu'il finit. All right. OK, il est toujours en initializing. On patiente un peu qu'il crée le serveur. On patiente que le serveur finisse. On patiente que le serveur finisse. Après, on va faire ce qu'on appelle l'installation de celui-là. L'installation de CloudWatch Agent. Et après, on va activer le detail de monitoring. Vous vous souvenez, j'avais dit le detail de monitoring, c'est ce qui te permet d'avoir des informations chaque une seconde, ou je ne sais pas, 2 minutes, ou en tout cas, tout ce qui est inférieur à 5 minutes. Là, tu dois être sur du detail de monitoring. OK, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller monitoring. Et je dis quoi? Je dis, je vais vérifier si l'agent CloudWatch est installé. OK? Donc, je mets configure CloudWatch Agent. Et là, il va vérifier le serveur, il est là. D'accord? On met next. Donc, vous voyez, il dit que le statut du CloudWatch Agent est online. Parce que ici, l'agent CloudWatch, elle est déjà installé. Parce qu'on a pris un Amazon Linux 2. Maintenant, si par exemple, c'était un Ubuntu, vous allez voir ici off. Quand vous voyez ici off, vous mettez next. Et là, lui, il va se charger de l'installer. D'accord? Mais pour notre cas ici, c'est un serveur Amazon Linux 2. Amazon Linux 2, c'est un service de AWS. Donc, tout ce qu'il faut est déjà installé au préalable. Maintenant, on vérifie si tout est correct. OK? On regarde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le statut du CloudWatch Agent. OK? On appuie sur Install pour voir. Après là, si tout est bon, il va nous mettre Successful. Et puis, on continue. Là, vous voyez l'intervalle de collecte des métriques. Là, à la place, par exemple, de 5 minutes, là, on peut modifier, mettre 1 seconde, 2 secondes, je ne sais pas, whatever. Par exemple, moi, je dis, par exemple, 60 secondes. Maintenant, autre chose, par défaut, l'utilisation du RAM n'est pas collectée par CloudWatch. Maintenant, si il faut que la RAM soit collectée, il va falloir te dire, viens ici pour faire les configurations. Sinon, tu ne peux pas avoir les informations sur la RAM. Donc, nous, par exemple, on dit, on veut avoir les informations sur la RAM. OK, on sélectionne.
On va avoir les informations sur le CPU, on sélectionne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est CPU actif? Est-ce que c'est CPU restant? Whatever. On a la possibilité de mettre ça ici. CPU total, RAM total, ou RAM free, ou RAM inactif. OK? Là, si par exemple, c'est CPU, on peut dire, OK, CPU idle ou CPU usage guest, on a tout ce qu'il nous fait. On peut aussi encore network interface, avoir les informations, disque, process, le NetSat, le disque input, output, on peut avoir toutes ces informations-là. All right? Et on va aller sur complete. Et là, vous regardez, ceci a été fait. Maintenant, revenons ici, par exemple, on retourne sur monitoring, on va voir detail de monitoring, manage detail de monitoring. Et là, on peut faire enable. Et si j'active le detail de monitoring, les informations sont prises chaque 1 minute ou 60 secondes. Maintenant, si tu n'as pas mis le detail de monitoring, CloudWatch est gratuit. Mais si tu actives detail de monitoring, CloudWatch devient facturé. Xavier avait parlé de la facturation sur CloudWatch, OK? Et moi, je mets, bon, j'active. Maintenant, vous voyez? Donc, allons sur, par exemple, CloudWatch. Allons sur CloudWatch. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien vous avez des suggestions, peut-être je parle très vite, whatever you want, you tell me, OK? Donc, on va aller par exemple Metrics. On va sur All Metrics. On peut par exemple créer un Metrics pour monitorer notre volume EBS, savoir le disque dur, combien il reste. On peut avoir monitoring sur EC2, ou bien sur les lock, ou bien sur les run commands. Par exemple, moi je dis, je veux monitoring sur, comment ça s'appelle, EC2 par exemple. Donc, je veux monitorer par instance. Et là, je cherche l'instance. Donc, l'instance qu'on a créée tout à l'heure, comment il s'appelle? Je duplique la page. L'instance, il est où? Ici, tout. Donc, j'ai appelé l'instance cloud. Regardons ici. Ici, on a l'instance cloud qui est là, qui est visible ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut monitorer? Est-ce que c'est le network in ou network out? Est-ce que c'est l'utilisation du CPU qu'on veut monitorer? Supposons par exemple, on veut monitorer l'utilisation du CPU. Donc, on regarde ici CPU usage. OK. OK, CPU utilisation est là. Donc, on sélectionne. On va avoir des informations sur le CPU. Maintenant, regardons ici. J'ai sélectionné l'information sur le CPU. Je mets par exemple ici, il y a une heure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon instance OC2? Je n'ai pas de résultat ici, par exemple. Pourquoi? Parce que le serveur, il vient d'être créé. Il n'y a pas de trafic sur ce serveur. OK? Donc, on crée un matrix. OK? Guys, are you here, guys? Yes, we're here. Good. All right? Donc, vous voyez, on n'a pas d'informations sur ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller me connecter sur mon instance EC2. Je vais simuler du trafic dans l'instance EC2. Et on va revenir et voir le CPU, combien il a été utilisé. Donc, je vais me connecter sur l'instance EC2. Bon, je vais partager l'écran ici de l'instance EC2. Donc, je me connecte. Donc, je me connecte juste ici depuis là. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller chercher petit ou faire des SSH ou whatever. Donc, je me connecte ici. OK.
Donc, il est en train de se connecter aux instances EC2. On patiente. Attendez, je vérifie si au niveau du groupe de sécurité, j'ai autorisé le HTTP. Ouais, tout est autorisé. Hein. Il essaie de se connecter au serveur. HTTP, tout est autorisé. HTTPS. Et puis anywhere. SSH. Et puis anywhere. Bon, tous les règles ont été correctement configurées. Hein. Ça, c'est connecté. Ok, ça c'est connecté, oui. Je n'ai pas regardé. Donc là, par exemple, ici, on n'a pas d'application pour exposer l'application sur Internet en fait que les clients se connectent et comme ça, on va voir le trafic. Mais nous, on a la possibilité de simuler une charge, de mettre une charge sur ce serveur-là. Donc, il y a un outil qu'on appelle Stress. Donc, on va installer Stress dans ce serveur-là et puis on va essayer de simuler une charge. Donc, je vais faire un sudo Amazon Extra Linux install EPL, whatever. OK. OK. What is that? OK. Le serveur tarde à répondre. OK. Voilà. Donc, on a installé Stress. Hein. Donc, on va essayer, par exemple. Est-ce que vous voyez le terminal bien ou bien c'est petit? Non, ça va. Si vous voulez, je peux augmenter le terminal pour vous. Il serait mieux. Ah oui, là c'est bon. Là, c'est bon. OK. Maintenant, par exemple, disons, je veux envoyer du trafic sur le CPU. Donc, je vais utiliser la commande stress CPU et là, j'envoie des charges. Donc, disons, j'envoie par exemple une charge de 12 CPU par exemple. Donc, je vais le fatiguer hein, pendant, je dis pendant 200 secondes. OK. Donc là, il est en train d'envoyer des charges. Donc, il va saturer le serveur. Et quand il va finir, vous allez voir CloudWatch va prendre des informations. Donc, il va saturer le serveur un peu. Il va saturer le serveur un peu. OK. Il est en train de saturer le serveur. Bon, je regarde s'il a fini de... Non, pas encore. Il est toujours en train de saturer le serveur. Oh,
Je regarde s'il a fini. Non, pas encore. Donc, il fait du dispatching. Donc, il va falloir qu'il finisse. Quand il finit, on revient sur Matrix et nous allons voir que ça va entrer en jeu. Après, on va revenir créer une alarme. On va dire en l'instant, si l'utilisation de mon CPU passe à 70%, je veux que tu redémarres le serveur ou bien je veux que tu m'envoies un email en tant qu'administrateur système pour m'informer qu'il y a un problème. On pouvait aussi monitorer le nombre d'erreurs 500. On pouvait monitorer aussi tout ce qu'on veut en fait. On est à 19h, combien? 17. Ok, attendez. Ok, je reviens encore. Cette fois-ci, je mets 30. Bon, le serveur risque de s'éteindre même. Ok, donc regardez. Oh non, je ne suis pas sur la bonne page. Regardez par exemple. Est-ce que vous voyez mon écran? Regardez à 19h0. Oui. À 19h0, l'utilisation du CPU était à presque 1,5. Maintenant, regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Regardez à 19h10, il est monté à 20 parce que j'avais mis du stress. Maintenant, regardez, je dis, je veux avoir les informations il y a 5 minutes. Je regarde l'utilisation du CPU. Il est à ici. Il est toujours à 20. Je regarde il y a 3 minutes. Il y a 15. OK. Il va prendre effet. Je pense qu'il va fournir plus d'informations que ça. Si je dois continuer à stresser, parce que je n'ai pas arrivé à saturer le serveur en fait. Juste, j'ai envoyé des charges, mais le charge était minime en fait. Mais quand même, on voit que le Matrix, on voit que CloudWatch a pris des informations. Il a collecté des informations. Regarde, ici, il te donne les informations, ici, et ça te montre une courbe. D'accord? Regardez, là, on peut par exemple avoir des tables. On peut avoir par exemple stack area. On peut avoir aussi des nombres. Il dit c'est à 20%. On peut avoir par exemple des zones. Il nous montre l'utilisation du CPU. On peut avoir, comment ça s'appelle, des barres. On peut avoir aussi, puis tout dépend de nous. Mais je vais continuer à saturer le serveur, d'accord? Donc, on va patienter le temps que ça continue à saturer. Donc, on va penser aux alarmes, ok? Donc, je vais aller sur alarme. Je dis, je veux définir une alarme qui me permet de m'informer lorsque l'utilisation de mes CPU est passée à un certain pourcentage. Donc, je mets create alarme. Donc, je choisis un matrix pour mon alarme. Donc là, si vous voyez le CloudWatch Agent qu'on avait installé, il est là. Si je veux, je peux aller sur mon CloudWatch Agent. Je cherche le CloudWatch qui est là. D'accord? Mais je peux aller aussi CloudWatch Agent. OK, voilà. Je peux monitorer memory usage percentage, le mémoire utilisé, mémoire totale, je peux savoir, le process running, je peux savoir, mémoire inactive, je peux recevoir, le NetSat aussi, je peux savoir.
Je peux aller sélection matrix. Je peux aller ici, CPU. Donc là, oui. CPU active, je peux savoir. CPU guest, je peux savoir. Whatever you want, you can know it, right? So, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sur CPU usage. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous. On va aller sur CPU usage. Quel est l'ID de l'instance? OK. Est-ce que c'est le 0F? Je vais aller sur EC2 pour savoir l'ID de mon instance. Pour savoir si je moniteur la bonne instance. OK. C'est 003. OK. Donc ici, c'est pas ça. C'est pas le bon instance. OK. Donc, c'est pas la bonne instance. OK, c'est pas 0F. Je peux sélectionner matrix. EC2 by matrix. OK. Je peux chercher le cloud. Et puis je cherche CPU utilization qui est là. Donc je sélectionne le matrix CPU utilization. Je l'ai sélectionné. Et puis je dis ce que je veux monitorer. Je dis, ah, OK, regardez ici. On est à 19h, combien? Ici à 19h0, regardez. Du fait que le stress qu'on était en train de faire a pris effet, l'utilisation du CPU est à 85%. Est-ce que vous voyez l'information ici? Et si vous voyez l'information, donnez-moi des coups de pouce, guys. OK. Donc, regardons. Je dis par exemple, moi, je veux monitorer maintenant le CPU et je veux avoir des matrices chaque 30 secondes, supposons. Et je définis les conditions. Je dis à mon serveur, lorsque l'utilisation de mon CPU, d'accord, est supérieure ou égale à 50%, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, où est-ce que je définis? Si l'utilisation de mon CPU est supérieure à 50%, il y a un problème. Je dois dire une alarme s'il y a un problème. OK, pour dire il n'y a pas un problème. Mais moi, ce que je veux, c'est dire il y a un problème. Je dis une alarme. Maintenant, je peux dire quand il est à une alarme, envoie-moi une notification, informe-moi qu'il y a un problème. Donc, je lui demande de créer un topic et de m'envoyer le mail à cette adresse-là. Mamakebe 0 whatever. OK? Donc, il va créer le topic et m'envoyer le mail ici, s'il y a un problème. Si l'utilisation de mon CPU est passée à ce niveau-là. Maintenant, je peux dire, par exemple, s'il y a un problème, au-delà de me notifier, déclencher une fonction lambda qui supprime le serveur. Ou bien une fonction lambda qui recrée un nouveau serveur à partir d'une capture. Ou bien, on déclare un incident au niveau de AWS System Manager. Donc, je vais confirmer le truc là. Comment ça s'appelle? Le SMS topic là au niveau de mon comment ça s'appelle? Au niveau de mon mail pour que je puisse recevoir des alertes. Oh, SMS topic n'a pas encore envoyé de. Est-ce que c'est le bon mail? OK. Bon, peut-être ça va venir sous peu. I don't know. But anyway. OK, c'est là. C'était dans spam. C'est bon. Maintenant, je continue mes configurations. OK? Je peux dire, par exemple, déclare un incident. Je peux dire lance une investigation. Fais, comment ça s'appelle? Une analyse. Donc là, je dis next. Et là, je donne un nom à cette alarme. Je dis, par exemple, CPU alarme. Et là, je mets OK. Donc, regardez ici. On est à quelle heure?
On est à 26, à 19h26. Et regardons sur le tableau ici, à 19h, OK, 24, l'utilisation du CPU est à 98%. Parce que tout simplement, il y a un stress que j'avais lancé. Maintenant, on va lancer à nouveau les stress et regarder au niveau d'ici, est-ce que CloudWatch va déclarer une alarme? Quand on regarde ici, on n'a pas d'alarme. Il nous dit no alarme. Parce que tout simplement, l'alarme vient d'être créée. L'alarme vient d'être créée et il n'y a aucune information pour le moment. Donc, on ne peut pas avoir d'informations. Ah, OK. Qu'est-ce que j'ai créé là? What the heck? Je n'ai pas confirmé la création. Bon, je retourne. Attends, je regarde si je n'ai pas créé l'alarme. OK. L'alarme. OK. Je n'ai pas enregistré l'alarme. Procédé instance. Instance. OK. CPU usage. CPU utilization. Metrics. OK. Lorsque l'utilisation passe à 50%, comme je l'ai déterminé tout à l'heure, une alarme. Je choisis mon topic. Et puis j'avance. Et puis je donne un nom. KB alarme. Et là, je mets next. Et là, je mets create. Voilà. Maintenant, j'ai créé mon alarme. Mais quand on regarde ici l'alarme, il est à quel statut? Il est à données insuffisantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les métriques n'a pas encore collecté. Parce que je viens de créer l'alarme. Métriques n'a rien collecté pour le moment. Donc, on va aller sur le serveur. Je remets la commande que j'avais mis pour stresser le serveur. Donc, je vais stresser le serveur. Donc, j'ai lancé la commande pour stresser le serveur. Et là, on va observer ici. Vous allez voir, données insuffisantes va passer à l'statut une alarme. Désolé, guys, on a dépassé un peu, mais on teste ça. D'accord? Maintenant, vous voyez, pour le moment, le statut est sur OK. Qu'est-ce que j'ai défini dans mon statut, dans les configurations? Je l'ai mis à OK. 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 Je l'ai mis à une alarme, c'est bon. Mais pour le moment, on est à l'statut OK parce qu'il n'y a pas de problème. Mais regardons. Ici, c'est OK pour le moment. On patiente un peu. Il va passer sous alarme. Sous peu, dans quelques minutes, il va passer sous alarme. Donc, je sature le serveur à nouveau, je relance la commande qu'on avait utilisée. OK, la commande est toujours en cours. Et maintenant, quand il y aura une alarme, mon mail, au niveau de mon Gmail, je vais recevoir une notification. On patiente le temps qu'on voit ça change. OK. All right. Donc, je réfléchis pour voir. Le statut n'a pas encore passé à une alarme. C'est parce que le stress n'a pas fini de faire son boulot. Il est en train toujours de stresser. Combien d'entre vous sont certifiés AWS Cloud Practitioner ici? Mettez oui dans le chat ou mettez, je ne sais pas, un coup de pouce. Hussein, OK, Hussein, I know already.
Sanchez, yeah, I know. Ok, Xavier, ouais. Xavier est certifié. Maintenant, qui souhaite aller vers AWS Solution Architect? Ok, donc je pense qu'il y aura un challenge qui sera lancé. Le premier challenge, c'est d'aider la communauté à passer le AWS Cloud Practitioner. On va l'intituler 4-Week Challenge pour AWS Cloud Practitioner Prep. On va aider les gens qui sont dans le groupe qui ne sont pas certifiés à AWS Cloud Practitioner et de le passer. Une fois qu'on passe le challenge, on fera encore un 12-week challenge pour le AWS Solution Architect. Ça va faire partie des résolutions de l'année 2006. Donc, on va définir les objectifs avec, en tout cas, les membres du groupe. On va définir les objectifs et puis on reviendra ici pour vous informer. Le statut n'est pas toujours passé à une alarme parce qu'il est en train de chercher les métriques, il collecte les métriques. Oui. Okay. Donc, ça va prendre du temps, mais il va venir. Il va venir. Il va venir. Maintenant, regardons le CPU. Regardons le CPU. Il est à quel niveau en ce moment? Pourquoi il me fait ça? Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, ok, ouais. Ok. Je patiente. Il va venir. On va aller sur Matrix et regarder actuellement notre CPU à quelle utilisation. CPU usage. OK. OK. En ce moment, on est à 25. L'utilisation du CPU est descendue à 25. OK. On regarde, il y a 5 minutes. OK. OK. C'est passé à une alarme. Regardez. Il est devenu rouge. Ce qui veut dire notre CPU a atteint son pic. Et par conséquent, quand on va vérifier mon mail, je partage mon mail. Regardez, j'ai reçu un mail. Comme quoi que, voilà, votre serveur a atteint plus de 50% de son utilisation. Donc, il y a un problème. Donc, c'est comme ça, les administrateurs système se rendent compte qu'il y a un problème au niveau de leur serveur. Surtout les applications bancaires. Parfois, ils déclarent même des incidents pour ces cas de figure. Good. Est-ce que vous avez des questions, guys? Pour faire la même chose pour la RAM, on va aller choisir RAM, aller faire un stress de la RAM et puis on revient, on voit une alarme. Donc, est-ce que vous avez des questions? OK. Est-ce que vous avez des suggestions aussi? Hein? Bébé, s'il te plaît. Moi, j'ai une petite question. Oui, go ahead. Ok, c'était juste pour savoir, c'est recommandé pour un admin cloud, par exemple, la période à laquelle il doit faire du monitoring sur ses infrastructures AWS. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une date ou un intervalle donné où il est conseillé de faire du monitoring sur ses ressources? Ah, OK. Pour répondre à ta question, comment tu monitores tes ressources dépend de la taille du projet. Par exemple, dépend l'application, si elle est critique ou pas. Par exemple, une application comme EcoBank, une application bancaire. On sait qu'il y a des milliers de transactions qui passent chaque seconde ou chaque minute. Donc, ici, le monitoring doit être en temps réel. Tu dois avoir les informations sur ce qui se passe au serveur en temps réel. Mais Coach Québec, qui a son application, peut-être je vends des pots de fleurs. Est-ce que j'ai besoin de faire un monitoring en temps réel? Non. Peut-être je peux avoir les métriques chaque 2 heures ou chaque 3 heures pour voir ce qui se passe à mon serveur.
Parce que moi, si mon application est en down, il n'y a pas vraiment un problème pour moi. Mais une application comme EcoBank, une application comme EBA, ça tombe en panne. C'est des millions qu'ils vont perdre. Donc, ils ont besoin d'avoir le monitoring en temps réel. Donc, ça dépend si l'application est critique ou pas. Je ne sais pas, Myriam, si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est clair. Merci beaucoup. Good. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? S'il n'y a pas de question, est-ce que vous suggérez un sujet prochainement? Quel sujet vous suggérez prochainement? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez vraiment qu'on parle dans le AWS User Group là? On peut, comme aujourd'hui, hein, on fait un démo, on fait tout sur ce sujet-là. Oui, AWS Lambda, c'est un bon AWS sujet. Lambda, le serverless. OK, on va parler de serverless un jour, OK? Mais aussi, vous pouvez, par exemple, choisir un sujet qui est en dehors d'AWS ou bien qui allie AWS à une autre solution. Par exemple, aujourd'hui, on parle trop de l'automatisation. Est-ce que vous voulez savoir comment déployer un serveur N8N sur AWS, par exemple? Oui, 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 ça sera génial. OK. Donc, prochainement, je vais préparer déployer un serveur N8N sur AWS. Ou bien, si vous me proposez autre chose, hein, je suis preneur. Par exemple, tout à l'heure, Sazes a parlé de cybersécurité. D'accord? Je sais que beaucoup de gens utilisent des CM. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a un CM qui est très, très, très utile, comme Oiseau. Est-ce que vous connaissez Oiseau? Oui, oui, bien sûr, on connaît Oiseau. Donc, on peut parler de Oiseau ici. Récemment, ce sont des sujets qui me passionnent. Hein. J'aimerais partager mes connaissances avec vous. Et prochainement, je vais parler de WSO2, la gestion des API, la sécurisation des API. Et puis, si vous avez des sujets en particulier dans le groupe, vous pouvez préciser, ou même les leaders vous proposer des sujets et puis on vient, on traite. Sinon, bon, oui, Sazes, tu as quelque chose à dire? Oui, je pense aussi que ce sera intéressant que les gens suivent un peu les liens que Maya m'a laissé dans le groupe, sur notre groupe WhatsApp. Je pense que s'ils pouvaient bien intégrer le groupe WhatsApp ou le groupe LinkedIn, je pense qu'ils peuvent aussi également laisser leurs questions ou s'ils ont des sujets qu'ils veulent vraiment travailler dessus, ils peuvent laisser les idées de sujets. En tout cas, on est ouvert à tout. OK, good. Donc, moi, j'ai fini ma partie. J'étais le speaker et Mariam, c'est elle qui était le host. Donc, Mariam, je te laisse. Hein. Soit tu fermes le micro ou tu dis en tout cas tes derniers mots. Si tout a été clair, merci. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, j'ai mis mon lien LinkedIn dans le chat. Je suis ouvert à des discussions pour aller plus loin. Peut-être vous donner des conseils pour comment devenir certifié, ou bien sur comment devenir un AWS Authorized Instructor, ou bien comment faire du freelance. Parce qu'aujourd'hui, je fais du freelance à 100% sur du AWS. Mariam, over to you. OK. Je tenais tout d'abord à vous remercier. Je vais essayer d'activer ma caméra. OK, voilà. Vous n'êtes pas visible. Je pense Pardon? que celui qui partage doit arrêter le partage, je pense. Un instant. OK. Voilà, nous sommes au terme de notre activité, de notre séance de travail. Et je vous remercie énormément d'avoir pris le soin de participer à cet événement parce que sans vous, l'événement ne devait pas être ce qu'il était, bien sûr. Je remercie en même temps le coach Québec qui a disposé de son temps et d'avoir préparé les slides avec la démo. Franchement, je suis ravie de travailler avec lui. Et nous vous invitons par ma voix de vous connecter sur nos différents liens, sites, LinkedIn ou YouTube, ou même sur Meetup. Vous nous laissez vos suggestions et je suis sûre et certaine qu'on va les prendre en compte pour travailler de mèche avec vous. Autre chose, si vous vous abonnez par exemple sur nos pages YouTube,
vous allez voir tous les cours qu'on a eu à faire, qu'on a eu à disposer, les mythes qu'on a eu à connaître tout au long de cette aventure depuis le début de notre création. Parce que je dois rappeler que le User Group Congo-Brazzaville est encore très jeune. Et très, très jeune. Nous sommes à peine, voilà, ça fait 1 année et demie que nous fonctionnons. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais nous évoluons quand même avec les moyens de bord que nous disposons, ainsi que l'appui de Kébé, William et autres personnes qui travaillent avec nous. Et donc, je suis sûre qu'on va se retrouver pour une prochaine aventure avec de nouvelles propositions, de nouvelles suggestions, un nouveau voyage vers le cloud d'Amazon Web Services. Je vous remercie infiniment et passez une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Le groupe, plutôt la chaîne YouTube m'a intéressé, mais j'ai l'impression que je ne peux pas copier le lien dans les commentaires. Je ne sais pas si je suis le seul. D'accord. Donc, si c'est le cas, je vais essayer de... Ouais. Pardon? Non, je vous écoute. Ok. Je disais, bon, si vous n'avez pas pu copier le lien, vous êtes dans notre Meet sur la page Meetup. Parce que je pourrais renvoyer. Pardon? Oui, je suis sur le Meetup, oui. D'accord. Donc, je vais renvoyer alors tous les liens. Comme ça, chacun de nous aura la possibilité. Peut-être que je l'ai mal copié. Je ferai un petit checking pour voir et tout le monde aura la possibilité d'avoir ces références. Qui d'autre a une suggestion, un problème au niveau des liens que j'ai envoyés? D'accord. Donc, je suppose que dit comme ça, on se recontacte pour le prochain event. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci, guys.